Dirigeants britanniques depuis le début de la guerre. Les deux dirigeants ont évoqué la situation actuelle au Moyen-Orient et la coopération militaire entre le Royaume-Uni et les États-Unis, notamment via l'utilisation de bases de la Royal Air Force en soutien à l'autodéfense collective de leurs partenaires dans la région. Le compte-rendu ne mentionne pas si les deux dirigeants ont évoqué les tensions apparentes dans la relation bilatérale historique après que le président américain s'en soit pris à plusieurs reprises à Keir Starmer depuis le début des frappes américano-israéliennes sur l'Iran qui ont déclenché des représailles iraniennes. Le gouvernement travailliste a finalement donné son feu vert à un usage strictement défensif de ces bases. Et les États-Unis ont commencé hier à utiliser des bases britanniques, dont celle de Fairford dans le sud-ouest de l'Angleterre. Et puis, plus d'un demi-million de personnes ont été déplacées par les frappes israéliennes sur le Liban, selon un bilan des autorités libanaises, alors que le pays est soumis à d'intenses bombardements depuis lundi en riposte à des attaques du Hezbollah pro-iranien. Au total, 517 000 déplacés ont été recensés, dont plus de 117 000 hébergés dans des centres d'accueil. C'est ce qu'a déclaré la ministre des Affaires sociales libanaise lors d'une conférence de presse. Et on termine par l'ambassade des États-Unis à Oslo, qui a été la cible hier soir d'une explosion n'ayant fait aucune victime et des dégâts matériels mineurs. Un possible acte terroriste, a annoncé la police, qui indique ne pas avoir identifié de suspect dans l'immédiat. Le Premier ministre norvégien a qualifié cet incident de très grave et complètement inacceptable et indiqué s'être entretenu ce dimanche avec le chef de la mission diplomatique américaine à Oslo. Les enquêteurs n'excluent pas un lien possible avec la guerre au Moyen-Orient. Et voilà, face à un éventuel choc pétrolier. Et puis le monde célèbre aujourd'hui la journée internationale des femmes, l'occasion de revenir sur les avancées réalisées, mais aussi de rappeler les défis qui persistent au Maroc comme ailleurs. Cette date met en lumière les initiatives, les engagements et les réflexions visant à construire une société plus juste, plus inclusive et respectueuse de l'égalité. Il est 20h, passé de 15 minutes sur Chaîne Inter. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur nos ondes. Vous écoutez Chaîne Inter. Tout au long de ce mois sacré du Ramadan, Chaîne Inter accompagne quotidiennement la rupture de votre jeûne avec Ma'idat al-Iftar. Ma'idat al-Iftar, un menu sur mesure concocté par toute l'équipe de Chaîne Inter. Ma'idat al-Iftar, tous les jours de ce mois sacré, en direct de 18h à 20h sur Chaîne Inter, chaîneinter.ma et à travers l'application SNRT Live. Chaîne Inter vous accompagne durant le mois sacré du Ramadan. Au travers Petite sagesse de l'islam, Chaîne Inter met en lumière les multiples sagesses de l'islam à travers des versets coraniques, des hadiths et des récits de la tradition musulmane. Petite sagesse de l'islam, c'est chaque jour à partir de 19h05 sur Chaîne Inter. Mosquée du Maroc. Bonsoir à tous et bienvenue dans une nouvelle édition de votre émission Mosquée du Maroc. Et ce soir, nous allons nous faufiler dans les ruelles de l'ancienne Médina de la ville de Salé jusqu'à ce qu'on arrive à la mosquée El Shehba, édifiée par le sultan almoravide Youssef ibn Tashfin dans la seconde moitié du XIe siècle. Elle est considérée comme la deuxième mosquée construite à Salé. Et pour en parler, nous avons le grand plaisir d'accueillir parmi nous M. Mohamed Karambi, le conservateur des monuments historiques et des sites de Salé au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Bonsoir Monsieur Mohamed Karambi et bienvenue sur les ondes de Chaîne Inter.
bonsoir. J'espère que vous allez bien. Marhaba wa Ramadan Mubarak. Merci Mohamed Krambi d'avoir répondu à notre invitation. Alors tout d'abord, quelle est l'origine de l'appellation de la mosquée Lel Sheba? Alors déjà, il faut comprendre une chose très importante. La mosquée de Nashba est vraiment l'une des mosquées les plus importantes pour la Médina Saleh. Oui. C'est l'une des plus anciennes, après celle de Jamal Adam, la grande mosquée. Après, alors, parce que avant la mosquée Jamal Adam qui était agrandie, je vais dire par les Almohades, il y avait une petite mosquée de Bani Yufren. Bani Yufren, c'est Banu al-Ashara, c'est une famille andalouse qui est la première famille qui s'est installée à Salé. Qui a construit un petit oratoire sur le lieu exact où se trouve la mosquée Jamal Adam actuellement. Mais la mosquée qu'ils ont fait construite a été délabrée. Elle n'assurait plus la fonction. Elle n'était plus suffisante, je vais dire, pour les habitants de Salé. D'où l'idée des Almoravides de construire une mosquée à un autre côté de la Médina, parce que je vais parler de la situation et de l'emplacement, qui est complètement différent du centre religieux où étaient installés les Banu al-Ashara. Ils ont voulu construire une mosquée qui va servir comme mosquée de discours et qui a servi longtemps comme cette mosquée pour le discours du vendredi, après le vendredi. Et même lorsque la grande mosquée devenue utilisable, après avoir été agrandie par les Almohades, par Yaqub Mansour al-Mohad en 1896, Oui. mais même s'il l'a agrandi, on en a maintenu cette deuxième mosquée comme une deuxième mosquée à Perche ou à mosquée cathédrale. La mosquée Lel Sheba, c'est l'une des mosquées les plus anciennes de la Médina Saleh. Et la deuxième de la ville, après celle de Banu al-Ashara au quartier Tal'a, construite par Abu al-Abbas, Ahmed ibn al-Qasim ibn al-Ashara, le chef du clan Banu Ifran au début du XIe siècle. La mosquée Shahda fut construite sous le règne des Almoravides en 1075 par Youssef ibn Tachafine. Elle est située près du mausolée Sidi Ahmed Ben Ayoub, au sud-est de la ville, loin des lieux d'installation initiale des habitants. Donc le quartier Tal'a, où était la première mosquée. Cette mosquée était donc décalée par rapport au noyau urbain primitif, ce qui présente en fait un fait inhabituel dans la conception islamique des Médina, des villes, et qui n'a pas manqué d'interpeller les chercheurs. Mais l'existence d'une nouvelle vague d'habitants, liée aux Almoravides, peut donner un élément de réponse. Cet emplacement s'explique par l'augmentation de la population avec l'avènement de familles comme les Zélettes, les Beni Khayroun, et donc la création de nouveaux quartiers comme Dabriar, Zenata, ou comme l'ancien quartier appelé Blida. Donc la première mosquée de Banu Ashara n'était plus suffisante et inadaptée par son mauvais état de conservation pour contenir tous les fidèles de la ville. Car la ville avait connu certainement un accroissement spatial et démographique important du fait des nouveaux arrivants. Cette augmentation de la population imposa la construction d'une nouvelle mosquée cathédrale, dans un quartier indépendant habité par les tenants et les partisans du nouveau pouvoir.